Bonjour à tous et bienvenue. 2 ans après ces annonces en fanfare et ces investissements tonitruants pour devenir une puissance footballistique de premier plan, qu'en est-il du Beautiful Game saoudien? Parce qu'on a déjà changé plein de fois de stratégie. À l'idée, on était vraiment pour attirer des grands noms, quitte à ce qu'ils soient sur le déclin. On sait ensuite qu'il y a eu énormément de changements, entraîneurs, directeurs sportifs, même certains Saoudiens qui étaient suspectés potentiellement de malversation. Il y avait des agents qui étaient très forts il y a 2 ans, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. On a eu des nouveaux propriétaires. Enfin, il y a une incertitude, une instabilité globale parce que quelque part, comme le dit un ami qui opère en Arabie Saoudite, cette immobilité qu'ils ont eue pendant 30 ans, tu as l'impression qu'ils veulent la changer et tout faire en une seule année. Et on sait que c'est évidemment très compliqué. Alors, bien sûr, il y a une domination des clubs saoudiens au niveau asiatique avec 3 représentants sur 4 en demi-finale de la dernière Ligue des Champions qui sera finalement remportée par Al Ahly, qui obtient d'ailleurs son premier titre. On a également Al Hilal qui s'est très bien tenu, qui a montré même de très bonnes choses à la Coupe du Monde des clubs. Mais à l'inverse, on a une sélection nationale en véritable déclin qui ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 et, puis encore, devra passer par le 4e tour qualificatif, ce qui fait grogner évidemment dans le royaume avec encore ces règles pour attirer de plus en plus d'étrangers. Aujourd'hui, on laisse de plus en plus de joueurs étrangers évoluer dans le championnat, même dans les divisions inférieures qui en sont aujourd'hui gonflées jusqu'à la 3e division notamment. On a fait des amendements particuliers pour les jeunes, justement étrangers moins de 21. Je ne parle pas des coachs, je ne parle pas des directeurs sportifs. Enfin bref, ça n'arrête pas avec 4 clubs nouveaux riches même en division inférieure, d'autres rivalités, des compagnies étrangères qui viennent aussi récupérer des clubs. Enfin bref, c'est le boxon pas possible. Venez avec moi, qu'en est-il 2 ans après ce premier plan? Pour commencer, ne vous attendez pas à des investissements comme le premier été. Alors attention, ils sont sur quelques gros joueurs, maintenant c'est très ciblé, et on remarque que l'âge des recrues a énormément diminué. Et comme d'habitude, et ça c'était même avant, si vous ne donnez pas le champ, si vous n'êtes pas performant, on vous dégage rapidement. John Duran est un excellent exemple. La banane Duran, comme on l'avait expliqué à l'époque, là déjà, allez, merci, bonne nuit. Donc aujourd'hui, on va évidemment sur des joueurs de plus en plus jeunes, même des fois de 20, 21, 19, 22 ans, sachant que les salaires évidemment sont importants, mais ne sont pas comme au tout début. En fait, la première saison, c'était vraiment l'Eldorado. C'est-à-dire, t'y allais, notamment c'était on va dire, un joueur un petit peu référencé, tu prenais un salaire net absolument incroyable. Là, ils ont essayé un petit peu de réguler, et je tiens aussi à le dire, les autres clubs, ceux qui ne sont pas, on va dire, les 4 grands, Al Ahly, Al Ittihad, Al Nasser et Al Hilal. Les autres, forcément cet été, vous allez avoir encore de moins en moins d'investissements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça va être transfert de 2-3 millions et qu'aujourd'hui aussi les agents, les intermédiaires et les joueurs ont compris que ce n'est pas forcément l'Eldorado, qu'il y a des clubs qui ont des dettes, il y a des clubs qui ont des retards de salaire, des agents qui n'ont pas été payés, des clubs qui n'ont pas encore été totalement payés. Alors ils essayent de régler ça, ils avaient l'idée de mettre une espèce de direction de contrôle. Est-ce qu'ils vont réellement le faire? C'est une bonne question. Mais dans tous les cas cet été, on va cibler, mais il y aura moins de grosses dépenses. Alors peut-être pas sur un ou 2 gros noms, mais je veux dire en général, il y aura moins de dépenses que les 2 dernières années. Ils essaient d'être un peu plus, on va dire, constants, un peu plus stables. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, notamment pour les nouveaux riches. Bon, bien évidemment, quand on parle de très grosses dépenses, il y a le cas Isaac. Alors, évidemment, Newcastle, c'est géré par les Saoudiens. Est-ce qu'il va aller finalement en Arabie? Parce que forcément, ça ferait du bien aussi au compte de Newcastle, vis-à-vis de la volonté de joueur. J'en ai strictement aucune idée. Je sais qu'il y a eu évidemment des pourparlers pour qu'il soit, on va dire, le nouveau grand nom de Al Hilal, qui, je crois, n'a pas enregistré d'ailleurs Mitrovic cette année dans son quota de joueurs étrangers. Il y a évidemment le cas Vinicius, que ça négocie maintenant depuis quasiment 1 an avec ses agents Roc Nation. Est-ce que ce sera le plus gros transfert de l'histoire? Ça, c'est une bonne question. Mais vous voyez, ça, ce sont des joueurs, on va dire, de classe mondiale. Donc forcément, là, il y aura des investissements très forts. Je parle pour tous les autres, ceux qui, il y a peut-être 2 ans, venaient, prenaient un énorme salaire, en final, pour un résultat qui n'était pas forcément escompté. Parce que les Saoudiens ont mis énormément d'argent. Et pour beaucoup, ils ont perdu énormément d'argent. Et cette folie au tout étranger, etc., ça a forcément un impact sur les joueurs saoudiens. Les équipes nationales, aujourd'hui, même jeunes, ça commence un peu à grincer des dents. Et lorsque vous regardez le parcours en qualification de l'équipe nationale A, je veux dire, elle doit passer par un 4e tour. Elle a été incapable de terminer première de son groupe lors du 2e tour qualificatif. C'était la Jordanie qui a terminé première. Et dans son groupe de qualification, voilà, si elle terminait dans les 2 premières, elle était directement mondiale. Elle a terminé loin derrière, même l'Australie. Donc ça fait que là, elle va devoir jouer l'Irak et l'Indonésie. Et si elle termine première de son groupe, elle l'ira en 2026. Sinon, il y aura potentiellement un 5e tour. Mais je veux dire, quand tu compares aux dernières épopées de Coupe du Monde, c'est complètement anormal. Ce qui fait grogner énormément de personnes parce qu'en fait, il y a de moins en moins de joueurs saoudiens qui ont du temps de jeu. Enfin bref, il y aurait beaucoup à dire, mais ça présente aujourd'hui un véritable débat national. Quid de l'avenir des joueurs saoudiens? On tient d'ailleurs à dire que certains ont été prêtés ailleurs, notamment un jeune à Dunkerque. C'est d'ailleurs plutôt un succès, ce qui a pu étonner parce que normalement, c'est pas forcément évident pour un joueur du continent asiatique et principalement du Golfe de s'exporter en Europe. Mais on sait que l'Arabie Saoudite a toujours du talent. Reste maintenant à l'exploiter et à trouver le bon équilibre. Et quand on parle de bon équilibre, vous avez les nouveaux riches.
Vous avez évidemment Neom Sports Club, dont on a parlé avec Galtier, Lacazette et d'autres joueurs, un Boulka, évidemment, plein d'autres pensionnaires du championnat français, pour une raison toute simple, les jeux d'agents. Il y a notamment Rudy Rabat. Rudy Rabat, époque Newcastle. Newcastle, à l'époque, tous les joueurs français, tu as l'impression que c'est lui qui contrôlait. Il était de partout. Donc il est très proche de certains clubs, notamment de Reims. Pouvez-vous être étonné qu'un joueur de Reims aille à Neom? Évidemment, non. Rudy Rabat, maintenant, il est installé à Dubaï, je ne dis pas de bêtises. Alors, au début, il est peut-être rentré autrement, mais il a une prépondérance très grande avec d'autres agents. C'est pour ça que Neom recrute autant en France. C'est pas pour une autre raison. C'est encore une fois, oui, l'intérêt sportif, non. Le business avant tout. Et donc, Rudy Rabat, aujourd'hui, il est très influent à Neom. Et c'est pour ça que là, vu que c'est un club richissime, avec cette histoire absolument folle, donc il voulait construire de Line, vous savez, cette ville futuriste. Bon, elle ne va pas faire 170 km, hein, finalement, ce sera que 2,4. Comme beaucoup de projets saoudiens, ce sont des mirages, on t'annonce des choses absolument mirifiques. Et finalement, le résultat final, des fois, on le demande encore, notamment pour des buildings, pour plein de créations également technologiques. Et on sait qu'ils ont ce projet de nouveau stade pour la Coupe du Monde 2034, quelque chose de futuriste, il sera surélevé pour avoir des points de vue, ça coûterait des milliards. Je tiens à dire que Neom, ils doivent jouer à plus de 150 km, enfin, ça n'a un petit peu aucun sens, c'est très artificiel, mais en tout cas, ce club est monté, et il sera en Saudi Pro League. Comme Al-Qadisiyah, qui a terminé 4e cette saison, qui est lui détenu par Aramco, le géant pétrolier. Donc c'est un club qui a des moyens complètement illimités. On peut même se demander si ce n'est pas le club le plus riche du monde. Donc on a ces nouveaux riches qui peuvent perturber certaines choses, sachant qu'on a également deux autres. Al-Oula, qui monte en 2e division, qui a été champion de son groupe en D3, mais qui n'a pas gagné la finale de la D3. La D3 en Arabie Saoudite, il y a un groupe A, un groupe B, et ensuite vous affrontez. Mais le champion du groupe A et du groupe B monte en D2. Et si vous voulez, Al-Oula, c'est lié au site archéologique. À la base, c'était un petit club vraiment insignifiant, sauf qu'en fait, ça a été repris par le consortium qui gère justement le patrimoine archéologique et historique de Al-Oula, qu'on va dire, si tu veux vanter le tourisme en Arabie Saoudite, tu vas parler de Al-Oula. Donc ils ont fait ça, on va dire, comme un club. Et aujourd'hui, je le répète, en 3e division saoudienne, vous avez plein d'étrangers. Vous avez même des Moussa Maraga ou que sais-je encore. Et en fait, Al-Oula a été donc champion de son groupe avec un autre, Al-Diriyah. Et là, c'est un club très symbolique parce que c'est la ville originelle de la famille Saoud. Donc ça représente un prestige particulier. Ils viennent d'ailleurs de ramener Sabri Lamouchi comme entraîneur. Donc ces deux clubs de 2e division sont destinés à monter en 1re division avec des moyens, comme vous pouvez l'imaginer, quasiment illimités. Et au milieu de tout ça, vous aviez l'aspiration de s'exporter. Alors on l'a vu, les audiences, notamment en France, Canal a stoppé parce que ça ne marchait pas. Par contre, et ça c'est assez étonnant, c'est qu'on a aujourd'hui un propriétaire américain qui a récupéré le club de Al-Khouloud en 1re division saoudienne. Al-Khouloud, c'est pas non plus le plus grand club. On en a vu d'autres. On a vu Al-Shabaab, par exemple, à l'Etifaq, qui sont des clubs un peu plus référencés en 1re division. Mais là, maintenant, c'est Al-Khouloud, qui n'est pas dans une ville non plus énorme, sachant que ce propriétaire américain détient également partiellement le club espagnol de Cadix. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire, regardez, on a des investisseurs étrangers à travers le football, pour ensuite aller plus loin, pour avoir cette collecte d'investisseurs étrangers pour moderniser l'économie selon le plan du prince héritier. Bon, vous connaissez pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la géopolitique, et ils vont se servir en fait du football un peu comme un appât en disant, mais regardez, on a des Américains, ils sont en négociation avec des Australiens, on parle même que Al Hilal, le fameux Al Hilal, cet énorme club, potentiellement pourrait passer en main du prince de Dubaï. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui pourraient en fait dire, mais regardez, investissez déjà à travers le football. Alors, quel modèle économique derrière? Il n'y en a strictement aucun actuellement en Arabie, même si on a des sponsors très forts, notamment sur la mer Rouge. Il y a aussi des choses liées au BTP et principalement des agences immobilières aussi, vu tous les projets qui sont actuellement en cours dans le royaume. Évidemment, ça pose la question du modèle économique et surtout de qu'est-ce que tu fais si tu investis dans un club saoudien. C'est évidemment pour récupérer d'autres choses au niveau politique et avec principalement d'autres investissements. Donc là, ils sont très fiers de dire qu'Al-Khouloud est le premier club saoudien détenu par des mains étrangères et ils veulent faire un appel d'air à ce sujet-là, évidemment avec des visions politiques et d'investissement derrière. Donc vous allez me dire, dans tout ça, est-ce qu'il y a réellement un plan global? Non. Et on voit qu'il est mouvant, il est changeant selon des volontés politiques. Là maintenant, ok, si on peut faire venir, pourquoi pas, Isaac. Donc ils veulent vraiment toujours des noms, un petit peu plus jeunes évidemment que Ronaldo ou Benzema. Il y a toujours cette idée évidemment de dominer au niveau asiatique, cette idée de plus en plus influent dans les instances. Regardez d'ailleurs l'AFC, la Confédération Asiatique. Maintenant, dès qu'il y a une compétition qui peut jouer, même un tour qualificatif, souvent il va aller en Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte que là, c'est exceptionnel, le 4e tour de qualification donc, pour la Coupe du Monde se déroulera en Arabie au Qatar. Alors que tu as donc notamment ces deux équipes qui potentiellement vont jouer leur place à la Coupe du Monde. Donc on imagine encore une fois le souci, l'Indonésie était furieuse, l'Irak également était furieux à ce sujet-là. Donc on le voit, il y a une emprise notamment saoudienne sur les instances avec également d'autres projets sportifs. Mais c'est ce qu'ils veulent tout simplement parce que derrière il y a cette volonté politique. Et on a bien vu que le football est une arme de puissance aujourd'hui. Ça je le répète, notamment dans ma série L'Industrie du foot.
qui a été réimprimé. Vous pouvez y aller 1, 2 et 3 en coffret Amazon, Fnac, librairie, etc. Parce que justement, on en parle tout ça de ces enjeux de pouvoir et c'est réellement ce qu'on a. Alors oui, il y aura toujours l'idée de faire de la communication, de l'image, un peu d'intérêt sportif, mais avant tout du business et de grandes visées politiques. Et au final, c'est ça, le foot en Arabie Saoudite, 2 ans après son intronisation incroyable, avec des projets toujours faramineux, mais qui, comme pour d'autres secteurs de l'activité saoudienne, tardent encore à voir le jour. Sur ce, keep the faith.